This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. Alors cette histoire, elle est un petit peu particulière puisque cet homme dont je vais vous parler dans ce podcast, je l'ai rencontré à un moment de ma vie probablement le plus critique et il a compté pour moi. C'est une histoire qui s'est mal passée finalement, mais j'ai aimé cet homme et je pense que le fait de raconter cette histoire va me permettre de tourner la page définitivement, de digérer, le finir de digérer puisque ça fait longtemps et que finalement je n'ai plus aucun sentiment pour cet homme, mais j'ai encore un peu de colère, un peu de rancœur, et je pense que quand on a des sentiments comme ça veut dire quelque part que l'histoire n'est pas forcément totalement digérée ou totalement finie pour nous, et j'ai l'impression que une fois que ce podcast sera terminé, j'aurai quelque part tourné définitivement la page. Je pense aussi que cette histoire peut aider certaines d'entre vous, puisque cet homme, je l'ai aimé, mais je savais depuis le début qu'il n'était pas fait pour moi. Je savais pertinemment que jamais je pourrais faire ma vie avec lui, jamais il correspondrait à quoi que ce soit de ma vie, de ma façon d'être, de penser. On n'avait rien qui n'allait, et pourtant, je l'aimais, et je suis restée 6 mois avec lui. C'est l'histoire d'Alex, un pompier de 30 ans, qui a fait chavirer mon cœur et qui me l'a détruit par la même occasion. C'est Steph de Ponycorn et c'est parti pour un nouveau podcast. Ce fameux Alex, je le rencontre encore une fois sur Tinder. Cette fois-ci, on est au mois de janvier, je suis revenue de Montréal. Rappelez-vous, pour ceux qui ont écouté mes podcasts, c'est après donc les Tinder de Montréal. Je fais ma rentrée. Au niveau boulot, je suis à fond. J'ai beaucoup d'événements, beaucoup de travail. Ponycorn marche très bien. Et j'ai toujours besoin de cet échappatoire, de sortir avec des hommes. Et en l'occurrence, Tinder me sert vraiment de lien avec d'autres hommes et me permet de rencontrer des personnes plus facilement. Puisque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait d'être suivi sur les réseaux et d'avoir beaucoup de monde qui me connaît dans l'équitation, on pourrait penser que c'est facile de rencontrer des hommes pour avoir des histoires et tout ça. En l'occurrence, pas du tout. On se retrouve quand même assez seul, même quand on est très exposé. Enfin, très. Je suis pas une Squeezie ou une inox tag, mais dans l'équitation, je suis quand même assez exposée, assez connue. Et même malgré ça, je reste tout de même très seule. Et les rencontres se font difficilement. Donc Tinder, pour moi, c'est vraiment une échappatoire et une façon facile de rencontrer des hommes. Donc je rencontre Alex sur Tinder, on discute et tout de suite le feeling passe vraiment hyper bien. C'est quelqu'un qui parle très bien, c'est quelqu'un de sensible, d'attentionné. C'est vraiment un feeling particulier qui passe pendant ses messages. Et je me souviens qu'on passe des heures, des nuits à parler, alors qu'on ne se connaît pas du tout, qu'on a juste matché sur Tinder, et pourtant on se trouve plein de points communs. Lui, c'est un ancien coach sportif, il est très sportif, il est pompier volontaire. C'est moi, tout ce qui est pompier, infirmier, médecin, gendarme, les gens qui sont au service des autres,
ça me fascine quelque part parce que je me dis toujours, ces gens-là, c'est une vocation en fait. Ils font de leur métier, ils se préoccupent des autres. Enfin, moi, ça m'a toujours fascinée et j'ai en particulier les pompiers, une vraie, je sais pas comment on pourrait définir ça, mais admiration des pompiers, vraiment. Et c'est lié surtout à l'épisode du World Trade Center. J'étais assez jeune quand c'est arrivé, je devais avoir 15-16 ans. Et ça m'a profondément marqué, comme la plupart d'entre vous. Et c'est vrai que les pompiers, en fait, m'avaient particulièrement marqué. Les mecs se sont engouffrés dans les tours, sont morts dans les tours pour aller sauver des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et ça m'a toujours fascinée. Je me suis dit, mais ces hommes sont des héros, en fait. Et j'ai depuis une profonde admiration pour les pompiers. J'ai rarement dans ma vie connu des pompiers, très rarement. J'ai eu 1 ou 2 amis pompiers quand j'étais plus jeune, qui étaient des hommes vraiment extra. Et je me souviens, quand ils étaient d'astreinte et tout ça, quand leur beeper sonnait, ils couraient pour aller sauver des gens. Et moi, ça m'a toujours fascinée, en fait, ce dévouement pour les autres en tant que pompier. Et tu vas sauver des gens que tu connais pas, quoi. Et moi, je trouve ça incroyable. Donc, j'ai une profonde admiration pour les pompiers. Et Alex me dit donc qu'il est pompier. Donc, on parle de son métier. Je vois qu'il est passionné. Je vois vraiment que c'est quelqu'un de bien, de gentil. Il est attachant, vraiment. On parle pendant plusieurs jours, pendant plusieurs nuits. C'est un truc de fou. Il y a un vrai feeling qui se passe. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Tous les hommes que j'ai rencontrés sur Tinder, on discutait vite fait, on se voyait et puis on kennait, hein, si on peut dire ça comme ça. Et lui, je sais pas pourquoi, c'était différent. Il était vraiment intéressé par ce que je faisais. Et puis, je sais pas, hein, il y a un feeling qui se passe par message, on peut pas savoir. Et moi, je me souviens à cette époque-là, quand je rencontrais des mecs sur Tinder, j'avais une espèce de check-up à faire où je me disais, pour pas perdre mon temps, avant de le rencontrer, il fallait qu'au niveau des photos, il me plaise. Ensuite, qu'il y ait un vrai feeling au niveau des messages, enfin un vrai feeling, au moins un feeling au niveau des messages. Ensuite, on passait aux vocaux, où il fallait que la voix me charme. Moi, c'est pareil, hein, je trouve que la voix chez un homme, c'est hyper important. Si la voix d'un homme ne me plaît pas, c'est compliqué pour moi d'aller plus loin, en fait, parce que je trouve que c'est vraiment, ça fait vraiment partie du charme. Et un homme qui a une voix qui me plaît, moi, ça me charme énormément. Donc, les vocaux ou le téléphone. Et enfin, la vidéo pour voir un petit peu, justement, le charme, comment il est, etc., etc., etc. Et donc, on arrive très vite à se faire des vocaux. Et je tombe littéralement sous le charme de sa voix. Il a une très belle voix, vraiment qui me plaît énormément. Et beaucoup de charme dans la voix. Il est vraiment très charmeur, très intéressant, très attachant, gentil. Bref, je tombe complètement sous le charme de cet homme-là. Et on match vraiment bien sur plein de choses. Et très vite, on se dit, bon, allons boire un verre ensemble. Donc, on va boire un verre ensemble. Cette fois-ci, je ne me fais pas avoir, je lui dis de venir, du coup, sur les sables, me voir. J'ai pas du tout envie, après les expériences passées, de me taper de la route pour être déçue ou me faire maltraiter ou insulter comme les précédents dates. Alex, très gentleman, me propose de lui-même de venir et arrive le grand soir. Je vous avoue, contrairement à tous les autres dates, que je suis méga stressée. Je sais pas pourquoi, il y avait tellement un bon feeling, j'avais tellement peur d'être déçue. Ça faisait, je crois, 1 semaine qu'on parlait, jour et nuit. J'avais eu des photos de lui, une petite vidéo de lui où il s'entraînait à la salle. Je l'avais trouvé vraiment joli. J'avais vu qu'il était petit et je me disais, moi j'aime les hommes grands, mais curieusement, j'ai eu beaucoup d'histoires sérieuses. Enfin, j'ai eu 4 hommes dans ma vie sérieux à l'époque, et dont 2 qui étaient petits. Et c'est vrai que moi, j'aime les hommes grands. Et là, je me disais, il est petit. Il doit être petit. Il m'avait dit qu'il faisait 1m70, mais très sincèrement, je pense qu'il avait menti
très légèrement sur sa taille, parce que je pense qu'il faisait 1m63, 1m64, quoi. Et je me dis, il est petit. Et on arrive donc sur le port, enfin j'arrive sur le port, je me gare, je suis très stressée dans ma voiture. Je suis très très stressée, je sais pas pourquoi, j'ai tellement peur que je sois déçue que je me dis, le feeling il est tellement extra que ce serait tellement dommage que physiquement il me plaise pas. Et je marche dans la rue, je me rappelle, je suis toute tremblante, il fait froid, on est au mois de janvier, et je l'aperçois au loin, et effectivement, il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Moi, en plus, j'ai mis des talons comme une conne. J'aime beaucoup les talons. J'adore me mettre en talons. Et du coup, j'ai pas calculé que j'allais être plus grande que lui en talons. Donc là, je me dis, merde. Il a un bonnet, je me souviens très bien comment il est habillé. Et curieusement, il a pas de manteau, il a juste un pull. Et je me dis, mais il doit crever de froid. Il fait peut-être, je sais pas, 4, 5 degrés. Il crève de froid. Et le mec, je pense qu'il avait dû vouloir bien s'habiller. Il avait mis un petit pull, un petit pantalon et puis un petit bonnet et terminus, quoi. Et là, je me dis, mais fuck, en fait, il doit avoir froid. Enfin, bref. Donc, la première impression, hein, pour être très franche, je suis déçue. Physiquement, je me dis, ah, il est petit. Il ressemble pas tellement à ses photos. Et j'apprendrai plus tard qu'il les a photoshopées. Et je me dis, il ressemble à ses photos, mais pas tant que ça, en fait. Bref, pas d'a priori. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. Et le feeling était tellement important que même si physiquement, j'avais une petite déception, je me dis, c'est pas grave, on va passer la soirée. On passe la soirée. On va d'abord boire un verre dans un bar pour, je pense, tester la température. Toujours très gentleman, il me paye un verre. Enfin, vous allez me dire, ouais, c'est normal. Franchement, sur le nombre de mecs que j'ai daté, non, c'est pas normal. Tous les mecs ne payent pas un verre à une meuf. Moi, effectivement, je suis pas féministe pour dessous dans le sens, ouais, les meufs, nanana, pareil que les mecs. Moi, j'estime que une nana, effectivement, qui bosse autant qu'un mec doit être reconnue en tant que telle. Mais je suis pas ultra féministe au point de dire non, moi je paye toujours mes verres, je veux pas qu'un homme m'ouvre la porte. Non, moi j'adore la galanterie, j'adore que les hommes m'offrent un verre, m'offrent un restaurant, m'ouvrent la porte, me tirent ma chaise. J'adore, je trouve ça extraordinaire. La galanterie, c'est d'une classe et d'un chic pour un homme, je trouve, et ça se perd. Et moi, un homme qui est galant, mais ça me fait fondre. Et lui, bon, il est pas si galant que ça, hein, c'est un jeune, en plus il a 30 ans, mais il est très correct, il me paye un verre, il est très gentleman, vraiment, j'ai rien à lui reprocher. Je le trouve vraiment très bien élevé, très bien éduqué, il parle plutôt bien. Je sens qu'il est timide, mais on a des bonnes discussions, on commence à rigoler, puis le feeling revient petit à petit, là, la phase de timidité s'atténue. Et on décide donc d'aller manger au restaurant. Et pareil, il est un peu timide, tout ça, mais franchement, le feeling passe bien. Je me pose pas trop de questions. Et la soirée est agréable. C'est pas, de ma part, c'est vraiment pas le coup de foudre. Je me dis pas, je suis tombée sous son charme, absolument pas. C'est plutôt même l'inverse. On me dit, je suis déçue, mais le feeling est là. Et à l'époque, je veux toujours pas me mettre en couple, mais je sais pas, il se passe vraiment quelque chose avec cet homme-là, une espèce d'alchimie, et c'est ça en fait qui me retient, même si physiquement c'est pas trop mon style, il est trop petit, il est un peu fade, il a pas trop de charme. Vraiment, c'est pas mon style d'homme, mais pourtant, à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on discute, il se passe vraiment quelque chose, on a un vrai feeling. Et du coup, j'ai envie d'aller plus loin. Ce soir-là, je me rappelle au resto, quand on va payer l'addition, donc on sépare en deux. Moi, je voulais être correcte et je dis, voilà, on sépare en deux. La femme, la serveuse qui nous encaisse, me reconnaît. Et elle me dit, ah, mais vous faites des vidéos, Ponycorn, etc. Heureusement, je lui en avais déjà parlé. Et lui, en fait, son passe-temps, c'était la photographie, la vidéo, et il avait déjà eu une histoire d'amour avec une influenceuse auparavant, donc il connaissait très bien, entre guillemets, ce métier, et il avait aucun a priori, et c'est ça que j'appréciais énormément chez lui, contrairement aux autres hommes que j'avais rencontrés qui avaient énormément d'a priori sur mon métier. Lui n'en avait pas,
trouvait ça normal, était très curieux, très positif, très valorisant par rapport à mon métier. Et du coup, j'étais plutôt à l'aise. Et c'est vrai que je vous avoue que cette situation serait arrivée avec un autre date, genre Léo ou Ben ou un autre, je me serais sentie mal à l'aise. Pourquoi? J'en sais rien. La difficulté peut-être d'assumer ce métier qui est un peu nouveau, qui est un peu spécial, d'être obligé d'expliquer aux gens, bah voilà, je gagne ma vie en créant du contenu sur les réseaux. Encore aujourd'hui, en 2025, ça pourrait paraître normal, mais il y a certaines personnes, surtout de ma génération, de mon âge, qui trouvent ça un peu curieux. Je rappelle, j'ai 40 ans. Alex était plus jeune, il avait 30 ans à peine. Et du coup, pour lui, c'était tout à fait normal. Et c'est ça qui m'a mis vraiment hyper à l'aise. Et en fait, quand cette personne, donc la serveuse, me dit ça, lui, il a un espèce de sourire, il est un peu interloqué en se disant « Ah ouais, quand même, t'es hyper connu, quoi. » Entre guillemets, hyper connu, calmons-nous, mais je me fais reconnaître dans un contexte hors cheval, ça m'arrive très fréquemment. Et là, bah, ça m'est arrivé lors d'un date. Donc je remercie la dame, elle est super gentille, elle me dit plein de trucs gentils, elle me dit j'adore ce que vous faites, enfin bref, adorable comme toujours. Et je la remercie et lui, il est là avec ses yeux ronds en train de se dire mais je suis en train de dater avec une meuf hyper connue, quoi. Donc en fait, ça me fait gagner des points, entre guillemets, sans le vouloir. Et puis c'est pas du tout mon genre de me gargariser sur ça et je suis plutôt un peu gênée puisqu'il faut que, voilà, moi j'aime bien être discrète, tout ça. Mais c'est tellement mignon et la jeune femme est tellement sympa que, voilà, je trouve ce moment super cute. Et donc il m'invite à aller dans son appartement des Sables d'Olonne, où il m'explique depuis le début qu'il habite à Challans chez ses parents, mais qu'il a un appart aux Sables d'Olonne, mais qu'il y va jamais parce qu'il est pompier à Challans et du coup il préfère dormir chez ses parents à Challans. Je trouve cette histoire au départ un peu curieuse, mais vu que je connais pas le monde des pompiers et que je sais que les hommes pompiers doivent être toujours disponibles quand ils sont d'astreinte, dans un cercle pas très loin en niveau kilométrage de leur caserne, pour moi, je me pose pas de questions. Je me dis, bon, il a un appart, mais il peut pas y aller parce qu'il est pas dans la bonne caserne. Il aime Challans, donc il est dans une caserne à Challans. Bon, voilà, ok, pas de problème. Moi, je juge pas, enfin, je veux dire, on peut avoir 30 ans, habiter chez ses parents, parce que son métier, ça tient à cœur, etc. etc. Bon, voilà, moi, puis je suis quelqu'un d'ultra open, moi. Vraiment, pas de problème. Puis j'étais très mal placée pour dire quelque chose. J'habitais encore avec mon ex-mari pour des raisons financières, parce qu'on n'avait pas divorcé, parce qu'on n'avait pas vendu notre maison. Heureusement, la maison était très grande, donc on arrivait à pas trop se croiser, mais j'habitais dans la même maison quand même de mon ex-mari. Donc ça pouvait paraître tout aussi bizarre que lui qui habitait chez ses parents à 30 ans, quoi. Bref, donc il m'emmène dans cet appart des Sables d'Olonne, que je trouve curieusement décoré pour un appart d'un mec de 30 ans, quoi. C'est très vieillot, ça fait un petit peu appart de vacances. Mais bon, voilà, on rentre dans cet appartement et vraiment, il y a une très grosse alchimie qui se fait. On commence un peu à discuter. Et très vite, je ne sais pas pourquoi, on a une très forte attirance l'un envers l'autre et on s'embrasse très naturellement. Et suit ce qui s'ensuit, on couche ensemble et voilà. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai une vraie connexion avec lui. On se quitte plus par message. On s'écrit toute la journée, toutes les nuits, tout le temps. On se revoit très vite. Le feeling passe. On rigole beaucoup. C'est quelqu'un, Alex, de très léger, de très malléable. Il est tout le temps content. Il est facile à vivre. Il juge pas. Il accepte tout. C'est vraiment quelqu'un dans un premier abord, de très bien, de très gentil, et je le pense toujours, hein, c'est quelqu'un de très gentil, très bien, il a un vrai sens des valeurs pour aider les autres, et ça on pourra jamais lui enlever malgré tout ce qu'il m'a fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis que j'ai trouvé un mec super, quoi. Et physiquement, bah, on commence à se voir avec les yeux de l'amour. Il me plaît de plus en plus, même s'il est petit, même si ci, même si ça. Au niveau sexuel, la connexion, elle est magique. Clairement, ça se passe vraiment bien. On est sur la même longueur d'onde. On s'entend vraiment très, 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 très bien, sexuellement et en dehors. Et bah, très vite, finalement, deux plans cul, entre guillemets, pour moi, on passe à quelque chose d'un peu plus sérieux, quoi. Et une semaine après, à peu près,
Je vais en tournage sur Paris pour un très gros tournage, un très gros projet à l'époque. C'est quelque chose qui me stresse énormément, ce tournage et ce projet. Je suis dans un... J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça inclut des personnes qui voudraient pas forcément être dans ce podcast et qui sont relativement très connues du grand public. Mais en gros, je suis dans un très gros projet, très sérieux, sur Paris, qui m'ouvre des portes auxquelles je n'aurais jamais pensé. Et par la même occasion, pendant ce tournage, je dois passer également un casting qui m'ouvre les portes du théâtre. Et je suis coachée par quelqu'un, un ponte du théâtre. Et vraiment, là, je commence à me dire que ma vie prend un tournant complètement inattendu et que petite créatrice de contenu sur les réseaux, je vais peut-être passer sur les planches, à la télévision, sur un one-woman show. Enfin bref, les projets étaient grandioses et ça me stressait énormément parce que j'étais pas du tout sûre de moi. Je me retrouve embrigadée dans cette spirale de ce gros projet et je me dis, est-ce que ça me correspond vraiment ? Et ça me provoque des stress énormes. À cette époque-là, il faut dire, pour remettre les choses dans leur contexte, je m'alimente pas peu. J'ai une phase d'anorexie sévère. Encore une fois, je vous ferai un podcast là-dessus. Mais l'anorexie m'a suivie un peu toute ma vie. Pas forcément moi au départ, mais je suis tombée dedans. Et je suis dans mon apogée de l'anorexie à ce moment-là. Je mange très, très, très peu. Donc je perds beaucoup de poids. Je suis assez mince. Je fais beaucoup de sport, donc ça n'arrange rien. Et ma santé est très très faible. Je suis malade constamment depuis 1 mois et demi. Pour rappel, c'est du coup un Covid long. Et je passe par toutes les phases et je suis très très affaiblie. Et quand je rencontre Alex, je suis dans cet état-là. Et donc je vais sur ce tournage sur Paris. Et c'est pareil, ça, cette paralysie, je vous la raconterai dans un podcast suivant. Mais je vous spoil la suite. Pendant le casting du théâtre, je me retrouve paralysée du visage, du côté droit. Je sens la paralysie, c'était vraiment horrible, me couler. C'est clairement la sensation que j'ai eue le long du visage. Et ne plus pouvoir parler correctement, manger correctement. Mon œil droit ne clignait plus et je me vois paralysée. J'étais avec une copine à l'époque qui était dans le projet avec moi. Une collègue comédienne et très bienveillante et tout ça. Et je lui dis ce qui se passe parce que ça se voyait pas forcément de l'extérieur au départ. Et petit à petit, au fur et à mesure de la journée, mon visage se fige. Et je lui dis, écoute, je pense que je fais un AVC. Il faut que j'aille à l'hôpital, je pense que je fais un AVC. Donc le soir, j'attends quand même toute la journée parce qu'elle me dit, je t'emmène à l'hôpital. Je lui dis non, quand même. Je fais peut-être pas un AVC, c'est peut-être pas grave, je suis peut-être juste malade, fatiguée, il faut que je me repose. Elle me dit, viens, on rentre, on se repose, je mange, parce que j'avais rien mangé depuis je sais pas combien de temps, donc je mange un peu. Et en fait, je m'aperçois que ça ne s'arrange pas. Et ma copine me dit, écoute, on appelle les pompiers. Donc avant d'appeler les pompiers, j'étais donc avec Alex, qui lui est pompier. Et je l'appelle, je lui explique. Il prend son rôle de pompier, il change complètement de casquette, lui qui était si léger, si drôle, machin. Là, je vois une facette de lui que je connais pas. Il prend sa casquette de pompier et il me dit ok. Et il me fait tout un questionnaire par téléphone, il me fait faire des tests, etc. Il me fait bon, écoute, je pense pas que tu fasses un AVC, mais tu appelles tout de suite le 15, tu précises ça, de ce qu'on vient de faire ensemble et tu demandes à ce que les pompiers viennent. C'est ce que je fais. Le 15 réagit hyper vite avec ce que je leur dis. Et 10 minutes après, les pompiers sont là. Ils me font faire tout un tas de tests. Moi qui pense que c'est juste un coup de fatigue et que ça va, ils sont inquiets. Et ils m'emmènent aux urgences à l'hôpital. Et ils me disent que je ne peux pas rester comme ça et que je viens avec eux directement dans le camion. Parce que je leur dis non, mais je vais y aller dans la nuit. Ils me disent non, on ne vous laisse pas comme ça, on vous emmène directement. Je vais à l'hôpital, bref, ils me font des examens et... il s'avère que c'est une paralysie faciale, sans gravité, pas un AVC. Mais on ne sait pas quelle est la cause. Et aux urgences, elle me dit, écoutez, votre pronostic vital n'est pas engagé. On ne sait pas si vous pourrez guérir. Voilà ce qui me sort. Mais vous pouvez rentrer chez vous. Ok, super. Bon, je vous expliquerai les détails de cette paralysie dans un autre podcast.
Mais je rentre chez moi, complètement paralysée de la face droite, ne sachant pas du tout ce que j'ai, et complètement démunie. Le tournage que j'avais prévu s'annule, mon projet de théâtre, tout s'annule, puisque je suis paralysée, je suis défigurée. J'ai une vidéo longue pour ceux qui veulent aller voir mon visage sur YouTube, où j'explique je suis tombée très malade, c'est le titre de la vidéo. Et je vous mets des images de moi paralysée. Je suis complètement défigurée. Donc, à cet instant-là, je suis au chômage technique. Je sais que je ne peux plus tourner, puisque mon visage, c'est mon outil de travail. Donc, je ne peux plus tourner, je ne peux plus rien faire, même plus de sketch. Et je n'arrive même pas à parler correctement. Je n'arrive pas à manger correctement. Et mon œil droit se ferme une fois sur 10. Donc, imaginez, la panique totale. Et en plus, ça faisait 1 semaine que j'avais rencontré Alex. Ça se passait super bien, et je me dis, il va me larguer, en fait. Le mec, il date une meuf qui est pas trop mal, hein. Bon, je m'envoie des fleurs, mais voilà, je pense que je suis une femme, une jolie femme, comme beaucoup, normale, certes, mais je pense que je suis pas moche, trop moche, quoi. Et il se retrouve avec Quasimodo, quoi. Et là, je me dis, mais le mec, il a 30 ans. Il date une nana qui a 40 balais, c'est Quasimodo, quoi. Et en fait... En l'espace de si peu de temps, j'avais quand même rencontré une fois ses amis pompiers qui sont des gens super. Et aujourd'hui encore, j'ai encore des contacts avec ces gens-là que j'embrasse s'ils écoutent ce podcast, puisque c'est des amours. Et j'ai rencontré des très belles personnes grâce à Alex. Et c'est sérieux, quoi. En fait, pour moi, je rencontre ses amis, ça se passe bien, on a un vrai feeling, une vraie connexion, tout va bien. Et je me retrouve paralysée. Et là, je me dis, putain, il va me larguer, je vais me retrouver toute seule, c'est la merde et tout ça. Je rentre chez moi, je lui explique, je lui dis, écoute, je suis défigurée, je suis paralysée, machin. Et contre toute attente, il me lâche pas. Il me dit, non, ok, je vais prendre 3 jours, je me rappelle. Je vais prendre 3 jours off, tu vas venir chez moi et je vais m'occuper de toi. Et là, je me dis, waouh, mais c'est qui fait ça, en fait? Ça fait 1 semaine qu'on est ensemble. On s'est rencontrés sur Tinder, et le mec, il s'occupe de moi défiguré, quoi. Et donc, il s'occupe effectivement de moi pendant 3 jours. Il m'emmène chez le médecin parce que je peux pas conduire. En fait, je suis complètement anesthésiée, hein. Déjà, je suis en train de faire un burn-out. Je suis paralysée, je suis en train de faire un burn-out. Je m'alimente plus, je suis en dépression totale puisque j'ai perdu mon taf, j'ai tout perdu. Je suis en plein divorce, ma famille n'est pas présente, en l'occurrence mes parents, tout ça, parce que je suis pas très proche d'eux, et malgré la souffrance, ils sont pas trop au courant de ce qui se passe, ils savent que j'étais à l'hôpital et tout ça, mais ils s'inquiètent pas plus que ça. Donc j'ai pas mes parents qui viennent me voir chez moi tous les jours. Ils viendront me voir qu'une seule fois pendant toute ma paralysie, alors que j'ai besoin d'eux plus que tout. Je me retrouve vraiment seule. Mon ex-mari, Jérémy, on s'entend très bien, mais on est un petit peu en froid à l'époque, puisqu'on vient de se séparer. Lui, il est dans le mal par rapport à la séparation. Bref, c'est une situation délicate, on est mal à l'aise tous les deux. Il s'occupe un petit peu de moi à sa façon, et je le remercie d'ailleurs. Mais c'était délicat, c'était pas à lui de le faire. Donc c'est vrai que je me retrouve vraiment relativement seule. Et en fait, Alex prend le relais. Il s'occupe de moi pendant 3 jours, il m'emmène chez le médecin, il me fait manger. Je mange pendant 3 jours. Je crois que je mange plus en 3 jours que pendant 1 mois, le mois précédent. Et il me requinque, et il me juge pas, et il me regarde avec les yeux de l'amour. Et vraiment, je passe 3 jours magiques. Mais vraiment, et là, précisément à ce moment-là, je tombe complètement amoureuse de lui. Je me dis, cet homme, si un jour il m'arrive quelque chose dans la vie, eh bien, il sera là. Et la preuve en est, puisqu'il m'arrive quelque chose de grave et il est là. Et un homme qui est présent dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, où on ressemble à rien, où on est moche, où on est défiguré, où on n'a plus rien, plus de boulot, plus rien, on est plus bactère. Si le mec il est encore là, c'est que waouh, c'est le bon, tu vois. Moi je me dis ça, je me dis c'est bon, c'est un mec avec qui j'ai envie de faire un bout de chemin, quoi. Et je tombe amoureuse de lui. Et en fait, il s'en aperçoit. Et lui,
Avec le recul, je pense que c'est pas vraiment le cas. Je pense qu'il tombe pas il fait pas ça par amour. Il fait ça par vocation. C'est un pompier, je vous le rappelle. Et c'est un homme qui est fait pour ça. Il est fait pour être pompier, Alex, ça c'est clair. Il a ça dans le sang et il fait son job. Il fait son job. Il s'occupe d'une personne malade en tant que pompier. Et moi, je le prends comme vraiment une preuve d'amour, alors que pas du tout. C'est pas une preuve d'amour, c'est plutôt une preuve de son excellent sens du dévouement. Et c'est vrai, sorti de ces 3 jours, je me dis, voilà, je suis in love. Ce mec-là, je lui en dois une. Et je vais me requinquer et il me donne la force, en fait. Il me donne la force de me battre. Je suis quelqu'un qui a un gros caractère. Donc, je me dis, sortie de ce truc, je me dis, je peux pas en rester là. Je peux pas être au chômage. Euh, les premiers diagnostics des médecins me donnent entre 6 mois et 2 ans de convalescence, de paralysie. Et encore, peut-être que je ne retrouverai pas toutes mes facultés. Mais moi, je décide dans ma tête que ça ne durera pas plus de 2 mois. Et certainement pas 6 mois. Et je me donne les moyens pour m'en sortir. Et Alex me donne beaucoup de force. Il me regarde avec les yeux de l'amour. Il me donne confiance en moi. Vraiment, je me sens bien, quoi. Le temps passe, quelques jours même passent, hein, c'est pas si vieux que ça. Et je me rappelle, on fait une balade, ma paralysie allait de mieux en mieux. Non, c'était peut-être 1 ou 2 semaines après, bref, j'ai pas trop la notion du temps, mais ma paralysie allait de mieux en mieux. J'étais toujours très paralysée, mais ça allait de mieux en mieux. J'arrivais à mieux m'exprimer. Il y avait des moments où c'était plus facile que d'autres, donc quand j'étais très fatiguée, j'étais complètement... je bavais, enfin c'était une horreur, mon œil se fermait plus... Mais quand j'étais en forme et je dormais beaucoup, j'étais complètement arrêtée, hein. Et bien, le matin, surtout, j'étais bien. Donc, on allait faire des petites balades, des choses comme ça. Et je me rappelle un jour, en plus, c'était un gars un peu romantique, il m'emmène dans son coin préféré, à la plage, et on discute. Il était très franc et très maladroit. Et il me sort un truc par rapport à son ex. Et je sais plus, on est en train de parler des ex. Et d'un seul coup, je lui dis, mais toi, ton ex, en rigolant, je lui dis, si tu devais mettre une note sur 10 des nanas qui te font des sucettes, entre moi et ton ex, quel tu choisirais le mieux? Et là, le mec, il me dit, tu veux vraiment savoir? Bah, je lui dis, bah oui, en rigolant, tu vois, moi j'étais, je sais pas, j'étais sereine. Et là, le mec, il me dit, non, mais toi, tu suces très mal. Et elle suce beaucoup mieux. Et là, je me dis, What? Alors, c'est sûr que c'est moi qui l'ai cherché, je lui ai demandé, hein, mais je me prends une espèce de claque. Et imaginez un peu le truc. Je pense qu'aujourd'hui, je l'aurais peut-être pas si mal pris que ça. Et encore, je trouve que ça se fait pas de dire ça. Puis déjà, on compare pas des ex et tout ça. Mais moi, j'ai des petites fixettes comme ça. Je me compare toujours beaucoup aux ex et tout ça quand je suis amoureuse. Et ça, c'est un vrai problème, hein. Tiens, dites-moi d'ailleurs sur Insta, faites-moi des retours si vous aussi, vous vous comparez aux ex de vos mecs. Je trouve ça débile de faire ça. Et pourtant, moi, j'ai vraiment une manie de faire ça. Et ça c'est vraiment une preuve de manque de confiance en soi, hein. Clairement, je m'auto-psychanalyse, mais je manque de confiance en moi, hein, c'est clair, hein. Ça peut paraître curieux avec le métier que je fais, mais c'est vrai. Et donc, à ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de comparer. Je me dis, mais fuck, en fait. En fait, moi, je suis paralysée, je suis moche. Faut dire que son ex, alors moi, je la connais que sur photo et que sur réseau, mais était très jolie. Alors, au passage, plus tard, j'ai appris qu'elle se photoshopait énormément et qu'en vrai, elle cassait pas 3 pattes à un canard, hein. Mais en tout cas, en photo, moi, de ce que je voyais à l'époque, je la trouvais extraordinairement sublime. Et je me comparais, je me disais, mais moi, je ressemble à rien, en plus, je suis paralysée, machin. Donc, un vrai complexe d'infériorité. Et lui, en plus, il m'en fout une en me disant que, en plus, mes sucettes, elles sont pourraves, quoi. Donc, je dis, ok, super, génial. Et je le prends extrêmement mal, mais vraiment très très mal. Et ça me blesse plus que tout. Donc, bref, premier gros froid, première grosse dispute, je lui dis que ça se fait pas, que ça me blesse, etc. Alors, il s'excuse beaucoup, il me dit qu'il est maladroit, que c'était pas volontaire, mais que c'est quelqu'un de franc, donc machin. Bref, la dispute se passe et bref, ça suit son cours. Ma paralysie va de mieux en mieux, à tel point qu'au bout d'1 mois et demi, 2 mois, je recouvre toute
capte ma vue, je retrouve mes sensations. J'ai énormément travaillé pour ça, et je vous raconterai ça. Mais j'ai presque pas de séquelles. Et je suis vraiment très heureuse de ça. Et je retrouve petit à petit confiance en moi. J'ai la chance d'avoir des amis et des copains extraordinaires. Et j'ai une copine de longue date qui m'envoie un message sur les réseaux pour me proposer de m'offrir un petit week-end dans un de ses gîtes pour décompresser et me faire du bien suite à ma paralysie. Chloé, si tu te reconnais, si tu écoutes ce podcast, je te fais un énorme bisou. C'était vraiment magique qu'elle me propose ça à ce moment-là. Et elle me dit, tu viens avec qui tu veux, tu peux emmener des amis, je te réserve le meilleur gîte et il est immense, donc tu peux emmener qui tu veux. Je décide d'y aller avec Alex et Alex, il me dit, enfin moi je lui propose, pourquoi on n'inviterait pas tes amis, parce que je m'entends tellement bien avec eux, ça me ferait très plaisir de faire une soirée, etc. Donc on invite ses amis, on passe un super début de week-end, le gîte est magnifique, l'endroit est super, vraiment on est au milieu de la nature, ça se passe extrêmement bien, je me sens bien, Chloé elle est génialissime, enfin bref, c'est une super copine. Je retrouve d'autres copines que j'ai pas vues depuis peut-être 10-15 ans. Enfin, vraiment, c'est des bons moments. Et Alex, plus le temps passe, moins il est gentleman, moins il est éduqué. Il fait souvent des boulettes. Il me dévalorise un petit peu de temps en temps. Et là, ce week-end-là, il est un peu comme ça. Il est un petit peu désagréable. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais c'est plein de petites choses qui font... qu'il avait souvent des façons de dire, des petits pics, par exemple, ouais, t'es vieille, ou des petits trucs comme ça qui me blessaient. Et il était toujours à montrer les points négatifs, en fait, plutôt que les points positifs. Et moi, ça me dévalorisait énormément. Et n'ayant pas confiance en moi de base, sortant de paralysie, des fois, c'était pas facile à encaisser. Bref. Le week-end se passe, on passe une soirée super géniale avec un couple d'amis à lui, avec qui je m'entends extrêmement bien. Le feeling est incroyable. Dans le gîte, il y avait un spa, un hammam, enfin un jacuzzi. On passe une soirée extraordinaire. On passe une soirée dans le jacuzzi. Enfin, vraiment, on passe une super soirée. Alex a bu. On a tous bu. Et là, à un moment donné, c'est vrai que je ne vous ai pas raconté, mais c'est après la Saint-Valentin. Et à la Saint-Valentin, il me fait une super soirée striptease en tenue de pompier. Et c'est la meilleure Saint-Valentin que j'ai jamais passée de ma life. Et je n'arrête pas de la raconter à qui veut l'entendre parce que moi, mon fantasme, c'était de ken un mec en tenue de pompier. Et il m'avait fait cette surprise-là le 14 février. Il avait fait vraiment une soirée génialissime. Et j'avais tellement kiffé cette soirée que je la racontais tout le temps à tout le monde. Sauf que lui, là on était avec des amis à lui et dont ses collègues pompiers, c'est un couple d'amis dont il y avait un pompier. Et en fait, il a honte. Mais je m'en rends pas compte. Il a honte d'avoir fait ça parce que c'est une atteinte à la tenue apparemment de pompier quand tu joues un petit peu avec la tenue. Bon, il y avait rien de méchant, c'était intime, on était que tous les deux. Il m'a fait la soirée en tenue de pompier, voilà. Et les amis le prennent très bien, ils disent « Ah, c'est mignon » et tout ça. Et lui, en fait, il rentre dans une colère noire, à tel point qu'il me chope au cou, et il m'étrangle, et il me projette par terre. Et là, ses amis paniquent et commencent à voir qu'il perd les pédales. Et ils sont en train de lui dire « Alex, mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et moi, je suis par terre, scotchée, en train de me faire étrangler. Je comprends rien. Mais alors rien. Parce que la minute d'avant, j'étais sur ses genoux en train de lui faire un petit bisou et de raconter cette histoire en disant qu'il est extraordinaire et que j'ai la chance de la voir. Et dans une fraction de seconde, je me retrouve à me faire hurler dessus, à avoir la main à la gorge et projeté par terre en train de me faire étrangler. Mais là, je comprends rien. Mais rien. Et je suis un peu pétée, je me relève en rigolant, en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, je vois la tête de ses amis. Je vois la tête de ses amis et là, je m'aperçois que c'est grave, en fait. Et ils lui disent « Mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Mais pourquoi ?» Et là, lui, je le vois un peu paniqué. « Non, mais c'est rien.
Et là, je capte à ce moment-là, en voyant la réaction de ses amis, sa réaction, qu'en fait, il m'a agressée, quoi. Et là, je switch. En fait, j'ai un espèce de switch dans mon cerveau en me disant non, c'est pas grave, c'est pas arrivé, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est rien. On passe une bonne soirée. La minute d'après, ses amis me demandent ça va. Je dis oui. Moi, dans mon cerveau, j'ai switché. C'est jamais arrivé. Non, mais tout va bien, on est en train de boire un coup, c'est bien. La soirée continue, dans la bonne humeur, comme si c'était rien passé. Mais moi, mon cerveau, je vous dis, il a switché, total. Pour moi, c'est pas vrai. Les amis partent et on se couche. Et là, je ne sais pas, ça re-switch dans l'autre sens. Et j'ai tout qui me retombe dessus. Et là, je tape une espèce de crise d'angoisse. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de me retrouver toute seule avec lui, dans la chambre, et de peur qu'il me arrive de nouveau quelque chose, où mon cerveau se remet en mode survie et me dit « Steph, réveille-toi là, il s'est vraiment passé quelque chose, il t'a agressé. » Et là, je me dis « Merde, c'est pas normal ce qui s'est passé, il a essayé de m'étrangler, j'arrivais plus à respirer, heureusement que ses amis étaient là pour l'arrêter, parce qu'il a pété un câble. » Et on discute beaucoup. Alors, c'est pas quelqu'un de méchant, il avait bu, c'est pas une excuse, je suis d'accord. On discute beaucoup et il m'explique pourquoi. Il m'explique qu'il est très colérique, que quand il était petit, il était très violent avec ses parents. Il avait espéré que ses parents meurent, qu'ils se fassent écraser. Enfin, il avait des pensées très noires, il me disait, quand il était petit. Et que là, il a eu un excès de colère comme ça. Et parce que j'avais dit quelque chose qui l'avait blessé, qui lui avait mis la honte, etc. Et on parle beaucoup. Et pour la première fois, je pleure, mais toute la nuit. Et pour la première fois, dans mon cerveau, je me dis que c'est pas la bonne personne. Que je suis avec quelqu'un qui me correspond pas, mais malheureusement, je l'aime énormément. Et je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à m'en défaire. Et ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, ça doit faire 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et c'est la première fois que je m'aperçois vraiment que c'est pas la bonne personne. Bon, le temps passe. Mon meilleur ami, qui est mon ex-mari Jérémy à l'époque, essaye de me dire aussi Steph, c'est pas le bon mec pour toi. C'est pas le bon mec pour toi. Il te correspond pas, il y a rien qui va. Vous prenez tout le temps la tête parce qu'on se chamaille très souvent, parce qu'il est très dévalorisant de plus en plus. Au début, c'était le paradis, il était extrêmement gentleman et tout ça. Plus ça va, plus c'est une catastrophe, plus il me dévalorise, plus il me met des pics, plus il y a toujours quelque chose que je fais qui va pas, je suis jamais assez bien, je suis trop vieille, je suis trop ci, je suis trop ça. Et moi, ça me blesse dans mon ego, ça me blesse dans ma fierté, ça me blesse dans tout. Et mon ex-mari, qui est mon meilleur ami à l'époque, aujourd'hui, et mon ex-mari à l'époque, et toujours, bref, vous avez compris, il essaye de me prévenir. Il me dit, je te connais par cœur, c'est pas quelqu'un pour toi. C'est pas quelqu'un pour toi. C'est pas du tout quelqu'un pour toi. Tu l'aimes, ok, mais c'est pas quelqu'un pour toi. Tu feras pas ta vie avec. Et moi, je dis, mais non, mais laisse-moi. Je le prends comme un affront. Le temps passe, et j'ai une opportunité professionnelle qui m'emmène à l'île Maurice. Mais pour cette opportunité professionnelle, il me faut un caméraman, vidéaste et photographe pour faire du contenu qualitatif. Moi, je suis une petite créatrice de contenu, j'ai que mon téléphone. Alex, pour rappel, est passionné par la vidéo et la photo, et il a déjà fait ça. Il a déjà eu ce job avec son ex, qui est une influenceuse également. Et pour moi, c'est une évidence. J'ai envie de partager ce voyage avec lui, parce que je l'aime, et je me dis qu'en plus, il est doué, en vidéo et en photo, et il a du matériel, il a un drone, et je me dis qu'on peut faire quelque chose tous les deux. Donc, je l'invite à l'île Maurice, et on part là-bas ensemble. Et dans l'avion, bon, je suis hyper heureuse, le début de voyage passe bien. En plus, il est très doué en fait dans la vidéo, donc il a toujours les bons réflexes pour filmer. J'ai jamais eu d'aussi belles images et d'aussi beaux moments pris sur le vif qu'avec lui. Il est très très doué là-dedans, il est très discret en plus, donc je ne le vois pas filmer parfois. Et ça donne des images authentiques, ça donne des super trucs. Et c'est l'époque justement où je crée Lifestyle, parce que c'est lui qui m'a poussée à créer Ponycorn Lifestyle. Et du coup, il m'a apporté pas mal de choses. Et je crée Lifestyle parce que lui, il me pousse à le faire et il me fait des vidéos qui collent avec Lifestyle, quoi.
Donc voilà, c'est un peu l'apogée à ce niveau-là. Je suis hyper contente de mon contenu, je m'éclate, j'ai des belles images. Et donc il vient avec moi, avec son matos. Et dans l'avion, tout se passe bien. Le départ, il a filmé le départ, l'aéroport, machin, c'est génial. J'ai plein d'images, je suis trop contente. On a une belle complicité. Ça va de mieux en mieux entre nous. Bref, c'est cool, ça se passe bien. Et dans l'avion, il boit un coup. Il a envie de fêter ça et il boit, il prend, je me rappelle, une petite bouteille de champagne. Et dans un avion, l'alcool monte beaucoup plus vite et beaucoup plus fort qu'à terre. Et là, ça recommence. Il me sort des horreurs. Et il me sort, de toute façon, si je t'avais rencontré comme ça, dans la rue, je me serais jamais retournée sur toi. Franchement, tu ressembles à rien. Et là, mais vous imaginez, c'est le mec que j'aime depuis 3 mois. J'ai pas confiance en moi, je sors d'une période difficile, je viens d'être paralysée, je me suis séparée, je suis en plein divorce, je m'entends pas super avec ma famille, j'ai vraiment un manque de confiance en moi très fort. La seule personne à qui je me raccroche à ce moment-là, c'est lui, et il me sort ça. Et là, je me sens plus bactère, je me dis, mais en fait, pourquoi il est avec moi si je lui plais pas, si ça va jamais? Mon caractère, mon ci, mon ça, mon physique, tout va mal, tout va pas, qu'est-ce qu'il faut avec moi en fait? Et je pète un plomb. Je pète un plomb et je lui dis, mais fous-moi la paix en fait. Je lui dis, mais je t'emmène à l'île Maurice gratuitement, parce que j'avais payé tout le voyage et le partenaire avait payé également tout son voyage. Donc moi j'avais payé le reste. Il déboursait pas un centime en fait. Et il se permet de manquer de respect comme ça. Je lui dis, mais t'es pas correct en fait. Même si tu le penses, ferme ta gueule. Tu payes rien de ce voyage, on est au début du voyage, et en fait, t'es un connard. Et les 10 heures de vol se passent où on ne s'échange pas un mot. Mais pas un mot. Et là, je me dis, je fais l'île Maurice, et au retour de l'île Maurice, je le largue. Clairement, dans ma tête, c'était ça. On arrive à l'île Maurice, il s'excuse 1000 fois. Et il recommence à jouer un peu de son charme, à me dire qu'il regrette, il était maladroit, que c'est pas vrai, que depuis il a appris à m'aimer, qu'il me trouve magnifique, que ci, que ça, machin, bidule. Et l'un dans l'autre, l'île Maurice, ça se passe plutôt bien. Il est à mes petits soins. Je me rappelle que je perds une paire de lunettes de soleil que je viens de m'acheter. Et il se tape toute la plage en courant, parce que c'était un coureur en plus, très sportif. Il se tape toute la plage en courant de long en large pour me retrouver mes lunettes, et il me les retrouve. Il met 1 heure et demie à me les retrouver, mais il me les retrouve. Aux petits soins, adorable. Vraiment, je retrouve le mec que j'ai rencontré au début. Et je me dis, bon, super. Bref, je me suis peut-être un peu trompée, j'ai peut-être été un peu dure. C'est toujours comme ça, en fait, c'était des phases, des cycles. Je dirais pas pervers narcissique, parce que voilà, mais c'était des cycles comme ça, où il était très désagréable, et après, il était adorable, quoi, comme pour se faire pardonner. Bon, les 10 jours à l'île Maurice se passent vraiment plutôt bien. On se retrouve. Moi, je retombe amoureuse de lui. Je décide de lui pardonner pour ses maladresses. Je me dis qu'il est jeune. Voilà. Et on fait des projets. Lui, il a envie de devenir pompier pro, je l'aide pendant tout le séjour à réviser pour son oral, etc. On bosse beaucoup pour lui. Je me dis que je lui dois bien ça par rapport à ce qu'il a fait pour moi pour la paralysie, tout ça. Et on revient de l'île Maurice. Je me rappelle, on a passé 10 jours super. On s'engueule presque, on s'engueule pas. On s'est engueulé que dans l'avion. Mais tout le reste du séjour, on s'engueule pas. Si une fois, je crois qu'il y a un petit débordement où je prends l'air, mais c'est assez léger, vraiment par rapport aux disputes qu'on avait. Et je me dis, cool quoi. Et on est à l'aéroport au retour, et je me souviens, on prend un Burger King. Et gentleman jusqu'au bout, il me dit, assis-toi, je vais te chercher le plateau quand ça arrive, donc repose-toi et tout. Adorable. Et, erreur ultime, il laisse son téléphone sur la table. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition de me dire il faut que je regarde dans son téléphone. Parce que tout le séjour, il était très souvent sur son téléphone lorsqu'on retrouvait de la Wi-Fi.
Et j'habitais pas avec lui à l'époque, hein, donc c'était la première fois qu'on était collés 24 heures sur 24 ensemble. Et je trouvais son comportement très bizarre quand on allait dans un endroit où il y avait du Wi-Fi, parce qu'il n'avait pas pris de carte SIM, donc il captait que quand il y avait du Wi-Fi à l'hôtel ou des choses comme ça. Et je trouvais bizarre qu'il se précipitait sur son téléphone et qu'il échangeait des messages. Et j'avais quand même regardé un petit peu une nuit dans un hôtel où j'avais eu une insomnie, vite fait son téléphone avec des messages avec son ex, mais j'avais rien trouvé. Je savais qu'il avait encore des contacts avec son ex, mais c'était très cordial et ils étaient amis comme moi je suis amie avec Jérémy, je voyais pas d'inconvénient. Et j'avais quand même zioté ces messages-là pour voir si c'était vraiment ça, et effectivement, il n'y avait rien du tout, quoi. Mais j'avais pas regardé plus loin, je m'étais même pas posé de questions, quoi. Et là, je vois un message qui apparaît sur son téléphone d'une nana, mais je vois une notification Instagram, mais je vois pas le message. Et c'est là que je me dis, faut que je regarde son téléphone. Et pendant qu'il prend la commande, je regarde, j'ouvre le message de la nana, et je vois que c'est un peu chelou, quoi. C'est pas des messages explicites, mais ça fait genre site de rencontre Tinder. Lui demande elle fait quoi, nanani, nanana. Il y a des échanges, mais c'est bizarre. On dirait qu'il est là pour rencontrer quelqu'un, pour apprendre à la découvrir. J'ai l'impression qu'ils se connaissent déjà, mais ça joue un peu. Enfin, voilà, je remonte un petit peu dans la conversation et je trouve ça malsain. Donc, il s'assoit avec le plateau, et là, je lui dis c'est quoi ça ? Et là, je vois, il change complètement de couleur. Il devient rouge écarlate, et il n'arrive plus à aligner un mot. Et là, je me dis oh, what ? Là, j'ai touché un truc qu'il fallait pas. Et là, je lui demande des explications. Je dis explique-moi, qui c'est ? Mais non, c'est rien. Non, c'est rien, c'est rien. Et là, je le cuisine. Et je m'aperçois qu'en fait, il discute avec plein de meufs. Mais plein de meufs sur Insta, dans tous les sens. Et je le fais avouer que depuis le début qu'on est ensemble, en fait, il fait croire sur Insta. Alors moi, je découvre à ce moment-là qu'on peut utiliser Insta comme Tinder, en fait. Moi, dans mon cerveau à l'époque, en aucun cas, tu rencontrais des gens sur Instagram. Mais qu'est-ce que j'étais conne. Moi, je pensais que tu allais juste sur Tinder. Alors, je savais que Snap, c'était quand même pas mal comme ça, parce que les messages étaient éphémères et tout ça. Mais Insta, pour moi, j'étais loin de penser que tu kennais sur Insta et tu draguais sur Insta, quoi. Et je le découvre avec lui. Et il me raconte tout, il me dit tout, il est hyper franc. Il me dit que depuis le début qu'on est ensemble, il parle avec plein de meufs, qu'il laisse la porte ouverte à ces meufs-là, que il a eu une histoire avant moi avec une Espagnole, et que cette Espagnole veut le revoir, et qu'il a coupé les ponts avec elle au dernier moment parce qu'ils continuaient de se chauffer mutuellement, et quand il a vu que ça devenait beaucoup trop hot et qu'il se sentait mal à l'aise, il l'a bloqué. Mais il la bloque en fait à l'entrée de l'île Maurice, au moment où on part ensemble, parce qu'il s'aperçoit que je vais peut-être griller ses messages, puisqu'on va être 24 heures sur 24 ensemble pendant 10 jours. Et le mec, en fait, il entretient cette relation virtuelle avec cette meuf, enfin, cette relation virtuelle. Ils avaient ken ensemble, et ils avaient gardé la relation à distance, et ils gardent cette relation à distance depuis le début qu'on est ensemble. Donc, en fait, cette meuf n'est même pas au courant de notre couple. Il drague tout ce qui bouge sur Insta. Je remonte, il me passe son téléphone, il me dit vas-y, regarde comme ça, voilà, tu sauras. Je remonte dans des conversations, il commente des stories de nana à tout bout de champ, avec des cœurs, avec des flammes, il drague. Bref, j'en ai la nausée au vu du nombre de messages que je trouve dans sa boîte de DM. Je sais pas combien il y en a, mais peut-être une centaine. Et j'ai envie de dégueuler. J'ai juste envie de gerber à voir tout ce qu'il envoie, avec qui il parle. Et en fait, tout s'éclaire en fait dans ma tête. C'est quelqu'un qui n'avait pas de travail, en fait, qui travaillait... il avait trouvé après un boulot, mais quand tout le début que je l'ai connu, il ne travaillait pas. Il était pompier volontaire 1 à 2 jours par semaine, et le reste, il travaillait pas. Et en fait, je comprenais jamais qu'il avait jamais le temps. Et même quand il avait des choses à faire, il n'arrivait jamais à avoir le temps de les faire.
Et je ne comprenais pas comment c'était possible. Il me disait qu'il était assez lent, qu'il aimait bien faire les choses. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'il scrollait à longueur de journée. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible. Je m'aperçois en regardant son temps d'écran, parce que je compare tout. Je me dis, attends, il faut que je comprenne en fait. Je regarde son temps d'écran sur son téléphone. On a un temps d'écran sur les iPhones. Et moi, c'est mon taf, hein. Moi, c'est mon taf. Donc, j'y suis beaucoup. Je suis à 6 heures par jour de temps d'écran, ce qui est énorme, mais c'est mon métier. Et lui, c'est pas du tout son métier. Il était à 10 heures par jour. 10 heures. Donc, le mec, il passait sa journée entière à scroller et à écrire des DM, à draguer toutes les meufs qui passaient sur Insta. Et je le découvre en rentrant de l'île Maurice. Et là, c'est le drame. Tout s'effondre autour de moi. Je me dis, c'est pas possible. Comment c'est possible que je sois tombée amoureuse d'un mec comme ça? Enfin, tout s'écroule autour de moi. Et je décide de le laisser tomber. Je le largue, je lui dis, tu me parles plus jamais. Mais sauf que lui, en fait, il est in love. Et il me harcèle. Il reste une nuit devant ma fenêtre. Il se gare en face de chez moi et il attend toute la nuit que je rentre quand je sors avec des copines. Bref, ça dure une semaine comme ça où en fait le mec, il accepte pas du tout et il a un comportement vraiment bizarre, le fait que je le largue. Et à cette époque-là, tout s'enchaîne un peu, hein, parce qu'en plus ma cousine Lolo, qui est comme ma grande sœur, décède d'un cancer à 43 ans. Et pour moi, tout mon monde s'écroule. Lui, il me trompe, Lolo décède, je sors d'une paralysie, je sors d'un divorce, je parle plus à ma famille. Enfin, c'est une horreur. Ma vie, à ce moment-là, c'est une horreur. Je fais un burn-out, je suis anorexique. C'est vraiment le calvaire, le chaos, tout ce qu'on veut. Alors sur les réseaux, ça se voit pas, personne ne le voit, hein, mais ma vie personnelle, c'est un chaos. Et il y a que lui. Il y a que lui auquel je me raccroche, finalement. Et je me dis que j'ai une conversation avec une amie pendant un moment et elle me dit, mais si t'as besoin de lui, récupère-le. Et tu fais un bout de chemin et puis quand on aura marre, tu le laisses et puis c'est tout. Te pose pas de questions. Et je décide de faire ça. Je le rappelle, je lui dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là en soutien parce que Lolo me manque et je suis mal dans ma vie, j'ai besoin de quelqu'un et t'es mon pilier et machin. Et on se rabiboche. Et il s'excuse de tout son être. J'aurais jamais dû te faire ça. Mais maintenant, j'ai compris. Je suis un nouvel homme. Je suis amoureux de toi. Je t'aime, etc. Il me fait une décla. Il me dit que je suis la femme de sa vie, que il a jamais rencontré quelqu'un comme moi. Nanana. Et on se rabiboche. On se rabiboche. Il vient avec moi aux funérailles de Lolo. Il me soutient beaucoup. C'est ça, en fait, que j'aime beaucoup chez lui. C'est que dans les moments difficiles, il a toujours été présent. Il s'est jamais défilé, mais par contre, curieusement, dans les moments faciles, il faisait tout le temps de la merde. Et je pense que c'est une déformation professionnelle. Dans l'urgence, dans l'adrénaline, dans la peur, dans le stress, il est excellent. Mais quand tout va bien, il sait pas comment faire, il est maladroit, il est bête et il est surtout manipulateur et menteur, etc. Et donc on revient, il avait trouvé un petit job dans une usine, il était plutôt content, il commençait à habiter donc de plus en plus souvent au sable, bref, il commençait à s'émanciper, hein, et il m'avoue petit à petit qu'il m'a un peu menti, que c'est pas vraiment son appart, que c'est l'appart de ses parents. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça, mais je me dis c'est pas grave, et puis je me dis, c'est bien, il l'avoue, il est franc, il m'avoue ses erreurs, enfin voilà, bref. Et arrive une soirée où il me dit, samedi soir, mes collègues de l'usine m'invitent à boire à l'apéritif et j'aimerais que tu viennes, ça me ferait plaisir que tu les rencontres. Ok, je trouve ça super, moi je me dis, génial, il me présente ses collègues, c'est gentil. Et c'est vrai que moi je me dis, je suis flattée en fait. Lui qui me cachait plein de choses, etc., maintenant je vois qu'il fait un effort pour m'inclure dans sa vie, pour passer de plus en plus de temps avec moi, etc., etc. On va à cette soirée, et je sais pas, dès le pas de la porte, je sens qu'il y a un problème. Déjà, il trace devant, il me laisse un peu en arrière, genre comme s'il avait honte. On venait ensemble, mais pas ensemble. Il rentre, il dit bonjour à tout le monde, il fait le fanfaron, et il me laisse derrière, comme deux ronds de flanc, à me présenter à personne.
Donc moi je fais mon petit bonhomme de chemin, je dis bonjour, je suis Stéphanie, la copine d'Alex, je me présente toute seule et je me mets dans un coin. Et lui ne me calcule pas du tout, mais pas du tout. Il s'assoit à côté de sa collègue préférée, alors il me parlait tout le temps d'une de ses collègues, machin, je dirais pas son prénom, mais machin, il m'en parlait tout le temps. Et ça me saoulait parce que j'étais jalouse, et je devenais jalouse du coup. Moi qui suis une personne qui n'est pas jalouse, lui m'a rendue jalouse. Et aujourd'hui, depuis, je suis jalouse. Et je ne l'étais pas. Et c'est vrai qu'il m'a rendue comme ça parce que il a abusé de ma confiance et maintenant j'aurais toujours cette espèce de jalousie qui fait que et si en fait une autre meuf pouvait me piquer mon mec quoi. Et depuis cette histoire d'Insta là, je suis jalouse et j'étais jalouse de cette collègue. Et elle est là ce soir-là, mais je ne le savais pas. Et c'est en se présentant que je découvre qu'elle est là. Je me dis, ah bon, ok, tant mieux, comme ça on fait connaissance. Et je me rassure même en me disant, si Alex m'a dit de venir, c'est que aucun problème, quoi. Et du coup, je m'installe dans mon coin et je vois que lui, le premier truc qu'il fait, c'est de se mettre à côté d'elle, assis à côté d'elle, collé, assis à côté d'elle. C'est-à-dire qu'à coudoir contre accoudoir, on est dans un salon de jardin, et épaule contre épaule. Ils peuvent pas être plus collés. Et là, je vois un spectacle fulgurant devant mes yeux. Je précise que cette personne, cette collègue, avait un amoureux aussi, elle est en couple, et son mec est en face d'elle, comme moi. On est en face, chacun, de nos conjoints, enfin de nos mecs et de notre meuf, de sa meuf, et ils sont en train de se draguer ouvertement devant nous. Ils se tripotent, ils sont là, grosse complicité, ils se chamaillent, et le Alex ne me calcule pas d'une semelle. Pendant toute la soirée, il ne me calcule pas. Et moi, j'ai la colère qui monte, je me retrouve complètement seule parce que je ne connais personne. Alors, je tente de discuter un petit peu avec les gens autour de moi, mais vas-y, pour trouver un sujet de conversation qui matche pendant plus de 5 minutes, je vous donne le défi, c'est compliqué. En plus, ils sont tous extrêmement plus jeunes que moi. Ils ont entre 25 et 30 ans maximum. Et encore, je crois qu'il y en a certains qui ont moins de 25 ans. Et du coup, c'est un calvaire. C'est un calvaire parce que je me dis, mais je suis là, en fait, pourquoi ? Et j'assiste en plus, c'est une torture, à mon mec qui est en train de se faire draguer et qui drague sa collègue devant mes yeux. Et là, je pète un câble. Et il y a un moment, je croise son regard une fraction de seconde, ce qui daigne me regarder un peu. Et moi, je suis très expressive. Et là, il panique. Il voit qu'il y a un problème. Il voit que je veux le buter. Donc, il vient s'asseoir à côté de moi. Il me dit, mais tout va bien. Et là, entre deux serrages de dents, je lui dis, t'es mort. T'es mort, je vais te buter. Et là, il a un mouvement de panique qui l'envahit. Bon, j'imagine comment je l'ai dit, je me mets à sa place. Il se lève d'un coup et il dit, bon, on y va, demain, je suis d'astreinte, je peux pas rester trop tard et tout, nanani, nanana. Il se lève, il se barre, avec moi. Et là, dans la voiture, je lui dis, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Avec tout ce que tu m'as fait en revenant de l'île Maurice, tu te comportes encore comme ça, devant moi. Et je lui dis, tu fais ça devant moi, tu me calcules même pas. Et je balance tout. Et là, oh, non, mais je voyais pas le mal. Oh, excuse-moi. Enfin, encore des excuses. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous avec ce putain de mec, je n'en peux plus. À l'époque, je vois une psy, et c'est un sujet extrêmement récurrent avec ma psy. Je crois qu'elle connaît Alex de long en large. Et elle essaye de me faire mon petit bonhomme de chemin, tant bien que mal. Mais clairement, c'est presque peine perdue, parce que je suis tellement amoureuse de ce mec-là que je pense qu'il aurait pu faire n'importe quoi. Et il a tout fait. Il a été violent, il me trompe, il m'a trompé, enfin, entre guillemets. Pour moi, c'est de la tromperie. Il n'y a pas besoin d'aller rouler une pelle, d'avoir une histoire avec une Espagnole et de garder cette relation à distance et de draguer tout ce qui bougeait sur Instagram, y compris sa collègue devant moi. Pour moi, c'est tromper. Il me mentait, il me dévalorisait, il me manquait de respect. Mais j'arrive pas. Et s'ensuit, après cette soirée, des disputes, des déchirements dans tous les sens. Je me barre, je reviens, je me barre, je reviens. J'arrive pas à le larguer, c'est une horreur. Et c'était mon coach aussi à l'époque pour la prépa du Kili, puisque je devais gravir le Kilimandjaro au mois d'août. Et là, on doit être au mois de mai-juin.
Et pendant les 6 mois qu'on était ensemble, il me prépare au Kili, il me fait courir, il me fait marcher, il me donne plein de conseils de nutrition. Il m'aide beaucoup à ce niveau-là. Et il avait prévu qu'on fasse une sortie en montagne, aux Pyrénées, avant le Kili, pour que je puisse m'entraîner et être dans des conditions optimales 1 mois avant le Kili. Et arrive donc on est ensemble, mais on n'est pas trop ensemble. Enfin, on se quitte, on se rabiboche, on se quitte. C'est infernal. C'est infernal. Le mois qui suit cette ultime dispute, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Enfin, c'est chelou, quoi. Et arrive ce moment aux Pyrénées. Et on est en couple à ce moment-là. Et on se redonne une ultime chance, blablabla, blablabla. Et dans la voiture, je me rappelle, pour aller aux Pyrénées, je ne sais plus exactement ce qui me sort, mais il me sort une ultime dinguerie, comme, de toute façon, je sais pas ce que je fous avec toi, il me redévalorise. Et là, mon cerveau, il pète littéralement un câble. Là, c'est vraiment l'image de la soupape de la cocotte minute qui pète, et il y a toute la vapeur qui sort. Et là, à l'instant T, ça y est, ma décision elle est prise, je lui dis, Alex, on va faire le week-end aux Pyrénées. On est sur la route des Pyrénées, hein, je vous rappelle. Hein. On va passer 2 jours ensemble dans la montagne. Et je décide de larguer, mais pour de bon. Et là, je lui dis, Alex, tu ne le sais pas encore parce que ça fait 50 fois que je reviens, mais c'est pour de bon. Je ne veux plus jamais qu'on soit ensemble. Il me dit, ok. Je lui dis, on passe le week-end aux Pyrénées. On fait ce qu'on a à faire. Et en retour des Pyrénées, quand je redescendrai, on ne sera plus ensemble définitivement. Et il me croit sans me croire. Ouais, ok, d'accord, si tu veux. On passe le week-end aux Pyrénées, il me soutient toujours. Il avait vraiment cette faculté, c'est incroyable, d'être aussi gentil que con. Et quand il était gentil, mais d'une force. Il était tellement attentionné, tellement adorable, que ça contrastait tellement avec son côté connard et manipulateur et menteur, que c'était improbable. Et auquel cas, on passe ce week-end en Pyrénées, il me soutient de fou. Je me rappelle qu'on fait l'amour dans la tente, c'est incroyable. Mais dans ma tête, pour moi, on n'est plus ensemble. C'est vraiment un moment hors du temps. Et je lui dis, je suis hyper franche, hein, tout le long du voyage, je lui dis, de toute façon, Alex, on est hors du temps là. Mais quand on redescendra, ça sera terminé. Et il me dit, ouais. Et je pleure beaucoup. C'est vraiment, comment dirais-je, une espèce de pèlerinage ce week-end. Je pleure tout. Je pleure la mort de Lolo. Je pleure la peur de ne pas arriver à gravir le Kili, parce que le Kili, ma promesse à Lolo, c'était de monter au sommet du Kili pour déposer son bandeau. De son vivant, je lui avais promis ça. Et pour moi, c'était hors de question que je tienne pas ma promesse. J'avais une promesse à tenir, il fallait que je le fasse, mais je savais que physiquement, j'étais très, très, très mal en point pour le faire. J'étais vraiment pas adaptée à ça. Donc je vois qu'aux Pyrénées, c'est extrêmement dur, et on n'est que à 2000 mètres d'altitude. Donc je me dis, il va falloir que je gravisse 5900 mètres. Comment je vais faire ? Et tout, je pleure la mort de Lolo, je pleure le fait de ne pas y arriver, je pleure notre séparation avec Alex, je pleure ma vie qui est une horreur, je pleure tout. Et ça me lave. Et quand je descends des Pyrénées, franchement, je suis plus la même personne. J'ai une espèce de force qui me vient de l'intérieur et je suis prête. Mais je suis prête à tout. Je suis prête à gravir le Kili. Je suis prête à avoir une vie seule sans ce connard d'Alex. Et je me sens forte. Je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait. Je monte à 2900 mètres d'altitude. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et j'arrive à faire un truc, une rando en montagne, chose que je n'avais jamais réussi auparavant. Je dors en bivouac. On a un orage de la mort qui s'abat sur nous parce que Alex est complètement con et nous met au milieu d'une plaine en bivouac. On est à 2 doigts de mourir électrocutés. On survit à cette nuit horrible d'orage. Pour moi, c'est un périple, ces Pyrénées, un périple de fou. Et quand je descends, j'ai l'impression que je suis invincible. Et je lâche pas. Et je le largue. Mais vraiment. Et là, il comprend rien. Et tous les jours, il essaye de m'appeler. Tous les jours, il me demande si je veux bien revenir. Et je lâche pas. Et sauf que 2 semaines après, on avait prévu une compétition de CrossFit. On était inscrits. Et moi, ça, pareil, ça faisait partie de mon entraînement. C'était ma première compète. Et je voulais pas ne pas la faire. Et tant pis si j'étais avec Alex en coéquipier, je le fais. Et en fait, je lui dis on fait la compète. On n'est plus ensemble, c'est pas grave, on fait la compète. Et il fait son mijauré, je sais pas,
Je le démonte. La veille de la compète, je le démonte. Je dis, si tu fais pas la compète, je viens te chercher par la peau du cul, je t'éclate la gueule. On fait la compète, ça se passe extrêmement mal dans le sens où lui, il a envie de recoller les morceaux, il est amoureux, il me touche, et moi je suis en mode, je suis célibataire et je te connais ni d'Ève ni d'Adam, mec, tu me touches même pas, espèce d'enculé. Et plein de rancœur, excusez-moi, je suis vulgaire, mais pleine de rancœur. Donc je lui dis, tu me touches pas. Je sais qu'il m'encourage tout le long de la compète. Allez Steph, allez. Il a cette gentillesse qui revient. Et moi je suis là, ta gueule, me parle pas. Je suis horrible avec lui. Mais pleine de colère, pleine de rancœur avec tout ce qu'il m'a fait. Et cette compète se termine. Et là je lui dis, maintenant, on se reverra plus jamais. Donc adieu. Et je vois, il fond en larmes devant moi. Il me dit, mais non, mais on peut pas se quitter comme ça, c'est pas possible, etc. Et il fond en larmes. Je pense que c'est un de ses gros chagrins, deuxième gros chagrin d'amour avec son ex. Bon, en même temps, il n'aura pas connu grande meuf en histoire sérieuse. Et il fond en larmes. Je suis l'amour de sa vie, il perd l'amour de sa vie, machin. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, c'est fini, ma décision est prise. Je suis une cocotte minute, je mets du temps avant de prendre des décisions, ça je le sais. Mais une fois que c'est pris, quoi. Et les mois passent, j'arrive à gravir le Kili, il m'envoie un message en haut du Kili, il envoie un message au GPS, au traceur et tout, et ça me parvient, le mec il fait des efforts de dingue pour essayer de me récupérer, mais ça marche pas. On devait faire un Aerox en octobre, que j'annule bien sûr. Il fait des pieds et des mains pour le faire quand même avec moi, je le revois pas, je passe une soirée avec des amis avec lui, il était censé être là à la soirée, mais tellement dans l'émotion et de pas vouloir me revoir, il fond en larmes, il fait une dépression le soir même et il vient pas à la soirée. Enfin bref, le mec il est dévasté et il met des mois à s'en remettre. Et quand moi je m'en remets plutôt difficilement dans le sens où j'ai l'impression d'avoir été roulée. Il m'a énormément menti. Il me doit de l'argent qu'il m'avait promis qu'il me rendrait. Il m'a jamais rendu cet argent. Bref, c'est quelqu'un qui est très manipulateur, très menteur, qui a tellement envie d'être aimé et a un besoin important de reconnaissance qu'il ment à tout son entourage. Et même ses propres amis très proches ne le connaissent pas réellement parce qu'en fait, il ment surtout sur sa famille, sur sa vie. Il a des histoires de famille qu'il veut cacher. Mais lui, il n'est pas facile. C'est vraiment quelqu'un qui est torturé psychologiquement et qui le cache tant bien que mal. Et qui est malheureusement un loser parce que, au lieu de se remettre en question et de se dire que c'est lui qui a un problème et de régler son problème, eh bien, il met ça sur le pas de chance, la faute des autres, etc. Et il s'enterre là-dedans et il s'en sort pas. Et c'est vrai que cette histoire, ça me fait du bien de vous l'avoir racontée. J'ai pas eu d'émotion plus que ça en la racontant d'ailleurs. J'ai pas eu de colère, j'ai pas eu de haine. Et essentiellement, ce qui m'est ressorti, c'est la reconnaissance de m'avoir aidée quand j'étais paralysée. Et je pense que c'est ce qu'il faut que je garde de cette histoire avec lui. Et pas la colère, la rancœur ou les déceptions qu'il a pu me faire. C'est vrai que c'est vraiment un des mecs les pires que j'ai pu avoir dans ma vie, qui m'a fait le plus de mal, on va dire, physiquement, mentalement, psychiquement. Mais il a été là quand j'ai eu besoin de lui, à des moments difficiles de ma vie, quand j'ai été paralysée et au décès de Lolo. Et ça, je dirais, ça peut contrebalancer tout ce qu'il a fait. Après, clairement, si je devais définir Alex, je dirais c'est un pauvre type. Un pauvre type, mais dans le sens premier du terme. C'est vraiment un loser, un gars qui a vraiment tout foiré et qui essaye de s'en sortir, mais qui s'y prend tellement mal qu'il s'en sortira jamais. Et qui est malheureusement dans un schéma où il ne pourra pas s'en sortir tant qu'il reste là-dedans. Sur ce, voilà, c'était donc mon histoire d'amour avec cet homme de 30 ans. On se retrouve vendredi prochain à 22h pour un nouveau podcast. C'était Steph de Ponycorn.